Bonjour à toutes et à tous, on va bientôt démarrer, il est 11h30. Le son fonctionne, visiblement. Très bien, bon, il est 11h30, on a 70 participants, donc nous allons démarrer. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Un dernier webinaire sur la série des 4 webinaires qu'on a lancés depuis quelques semaines maintenant, consacré à la PROA, donc un dispositif un peu particulier, un peu méconnu encore à l'heure d'aujourd'hui. On va y consacrer une quarantaine de minutes dans le cadre de cette réforme. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Alors, bien évidemment, comme à chaque fois, vous pouvez poser vos questions sur le chat. On a notre équipe on a une conseillère formation et notre délégué territorial Île-de-France Nord-Est qui sont là pour vous répondre en ligne directement à vos questions sur le chat. Moi-même, j'aurai des phases aussi de questions-réponses pour vous accompagner dans les problématiques à la fin de chacune des parties. Donc voilà, on est à votre disposition pour essayer d'être le plus pédagogue possible, bien entendu, et de pouvoir répondre au maximum de questions possibles. Alors, on a prévu une intervention en 3 grandes parties. Alors, ça va être très pratico-pratique, hein, ce diaporama sur la PROA. L'idée étant vraiment de bien comprendre comment ce dispositif fonctionne, de bien comprendre quelles sont les différences fondamentales entre la PROA et puis un dispositif que vous avez bien connu qui était la période de professionnalisation. Voilà, donc de voir concrètement comment est-ce que ça marche, comment est-ce que les différents encadrements qui sont proposés autour de ce dispositif et la réglementation. Donc quelque chose de très pratico-pratique en 3 parties. On verra d'abord dans un premier temps les conditions d'accès à la PROA, donc quels publics sont éligibles, quels types d'actions sont éligibles, qui prend l'initiative aussi de la PROA dans le cadre de la relation salarié-employeur. Ensuite, on verra les modalités de mise en œuvre. Une fois que la PROA est éligible, eh bien, on voit comment est-ce qu'elle est mise en fonction. Donc, 6 grandes thématiques, les obligations de formation d'alternance, le principe de l'alternance qui est fondamental dans le cadre de la PROA, on reverra ensemble, la problématique de l'avenant au contrat de travail, les modalités de réalisation, temps de travail, hors temps de travail, formation interne, formation externe, comment est-ce que tout cela fonctionne, comment est-ce que tout cela s'articule, les modalités de prise en charge des coûts par l'employeur, et puis toutes les règles relatives aux durées minimales et maximales de la PROA, ainsi que celles relatives aux durées minimales et maximales des actions de formation par rapport à la durée totale de la PROA. Et puis enfin, évidemment, dernier élément, partie 3, plus courte, la prise en charge financière par défi, les possibilités de financement par branche professionnelle, avec évidemment le lien qui sera fait autour de la fonction tutorale et de la formation de tuteur. Voilà, donc 3 grandes parties, et puis, comme à notre habitude, évidemment, une petite introduction pour essayer de prendre un peu de hauteur sur ce dispositif, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a motivé les pouvoirs publics et le législateur à réintroduire un dispositif de formation en alternance dans le cadre de la réforme, alors que la période de professionnalisation devait initialement être totalement supprimée dans les premiers projets, les premières versions des projets de loi. Alors, vous le savez, ça a été beaucoup commenté. Initialement, les pouvoirs publics ont fait le choix de supprimer intégralement les périodes de professionnalisation. Donc, ça signifiait supprimer intégralement l'accès à la formation en alternance pour des salariés qui étaient déjà présents dans les effectifs de l'entreprise, et donc de réserver, à contrario, l'accès à l'alternance uniquement aux personnes qui étaient en dehors de l'entreprise, donc les jeunes et les demandeurs d'emploi adultes, dans le cadre du contrat de professionnalisation et du contrat d'apprentissage. Alors, le motif présenté initialement était très simple à comprendre. C'était la période de pro était considérée comme un dispositif purement d'optimisation financière des plans de formation, ce qui n'était pas faux. C'était un constat qui était plutôt partagé par notamment l'ensemble des financeurs et l'ensemble des partenaires sociaux. C'est vrai que la période de pro, pardon, était utilisée, notamment surconsommée dans le cadre des formations inventaires, les TOEIC, les BOULAT, les TOEFL, les certifications en informatique, en bureautique. Et nous-mêmes, dans le secteur de l'industrie, on constatait à une époque une surconsommation du dispositif. Et c'est même cette surconsommation qui avait entraîné nos partenaires sociaux à revoir à la baisse leur taux de prise en charge. Et puis la seconde critique qui était faite au dispositif, c'était de considérer que ces parcours-là ne menaient pas réellement à une hausse des niveaux de qualification du salarié, et que l'esprit originel de la période de professionnalisation avait été largement détourné au cours des dernières années. L'objectif de départ était d'obtenir un titre ou un diplôme professionnel, et au final, on se retrouvait au mieux avec des formations certifiantes, certes, mais qui étaient d'une durée courte
et qui ne sécurisaient pas suffisamment les parcours professionnels des individus. Voilà, donc là, on est vers mars, avril 2018. Et à partir d'avril, il y a eu un lobbying, on peut l'appeler comme ça, hein, des entreprises notamment, qui ont essayé de défendre un dispositif, le maintien d'un dispositif de formation en alternance, considérant qu'il était fondamental quand même de conserver des possibilités d'accès à la formation en alternance pour des salariés déjà présents dans les entreprises. Et donc, est réapparu ce système, donc ce dispositif, la PROA, la reconversion ou promotion par alternance, voilà, mais évidemment sous un modèle qui est totalement différent de celui de ce qu'on a pu connaître avec la période de professionnalisation. Alors, c'est vraiment fondamental, hein. Si vous avez compris ce principe-là, vous avez tout compris à la PROA. La PROA n'est pas un dispositif d'optimisation financière. Hein, c'est plus la période de pro, c'est un dispositif qui est totalement similaire en fait à un contrat de professionnalisation destiné à des salariés en CDI dans l'entreprise. Hein, donc, c'est un moyen de financer un projet de reconversion, d'évolution professionnelle, dans le cadre d'un projet qui va être partagé à la fois par l'employeur et par le salarié, et puis au travers d'un parcours de professionnalisation de plus ou moins longue durée, suivant le type de titre ou de diplôme qu'on vise dans le cadre de ce parcours. Hein, donc, on a beaucoup commenté la PROA. Certains ont dit que c'était un dispositif qui était difficilement accessible aux entreprises. C'est à la fois vrai, mais c'est aussi faux. Ce n'est pas un dispositif qui est totalement fermé. Hein, il est loin d'être fermé. On va vous expliquer en quoi il est ouvert aux entreprises aujourd'hui. Mais c'est un dispositif qui est encadré, voilà, autour des grands fondamentaux des parcours de professionnalisation en alternance, et notamment principalement ceux du contrat de professionnalisation. Donc c'est un dispositif récent, hein, puisqu'il est apparu au 1er janvier 2019, encore peu utilisé par les entreprises au sens large et puis par nos entreprises, vous en tant qu'entreprise, dans le secteur qui est le nôtre. Alors à la fois par manque de reconnaissance, hein, manque de connaissances sur la réglementation du dispositif, d'où ce webinaire aujourd'hui pour essayer de vous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne. Et puis évidemment par l'effet réforme, hein, qui entraîne de profonds changements dans un timing qui se veut quand même relativement rapide. Et donc, il y a, comme pour tout nouveau dispositif, un temps d'appropriation pour que cette proie puisse avoir un impact à plus ou moins long terme sur vos politiques de formation en entreprise. Alors, nos enjeux aujourd'hui, en une quarantaine de minutes, c'est comprendre vraiment les différences entre l'ancien dispositif période de pro et le nouveau dispositif Pro 1. Voilà, bien comprendre que ce n'est pas du tout la même chose, malgré la proximité qui puisse apparaître à première vue comme ça. Maîtriser le cadre réglementaire, voilà, donc il va y avoir un peu de juridique, et je m'en excuse par avance. Identifier également, bien entendu, les possibilités d'intégration de ce dispositif dans vos plans de développement des compétences. Et puis enfin, intégrer le principe de formation d'alternance pour les salariés, on l'a dit, qui sont déjà présents dans vos effectifs. Voilà. Et ça, c'est pas forcément une démarche naturelle dans les entreprises aujourd'hui. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment comprendre qu'on puisse depuis le 1er janvier, mettre en place des sortes de contrats de professionnalisation, mais pour des salariés qui sont déjà en poste dans vos entreprises aujourd'hui. Voilà. Et puis, bien entendu, hein, je le répète à l'envi, ne pas hésiter à solliciter l'accompagnement de votre conseiller formation si vous avez un projet qui rentre dans le cadre de la PROA. Voilà. Donc, le plan, je ne reviens pas dessus. On va démarrer par les conditions d'accès à la PROA. Alors, vous allez voir, hein, j'ai classé les différents points par numéro. Hein, voilà, donc l'idée étant que sur la première partie, on a 6 points en fait de contrôle pour vérifier qu'un parcours puisse être éligible ou pas au dispositif. Alors, les conditions d'accès à la PROA. Plusieurs conditions d'accès, on les avait évoquées lors de la parution de la loi en septembre 2018. Ces conditions, elles ont été précisées par un décret fin d'année 2018. Donc, c'est des conditions qui se succèdent, hein, les unes à la suite des autres, donc on va les prendre une par une. Le premier objectif, la première condition pour bénéficier de la PROA, l'idée c'est de bien comprendre ces enjeux, c'est-à-dire quels sont les enjeux de ce dispositif, quels sont les objectifs de ce dispositif. Et il faut évidemment que ce parcours rentre dans les objectifs du dispositif. Alors, 2 enjeux, hein, 2 cadres dans lesquels on peut inscrire un parcours dans la PROA, soit un changement de métier ou de profession, hein, et là c'est le Code du travail qui le cite ainsi. Donc, changement de métier ou de profession et dans le cadre d'une logique de reconversion professionnelle, hein, un peu à l'instar de celle qu'on pouvait retrouver dans le congé individuel de formation, ou aujourd'hui dans le CPF de transition professionnelle, hein, donc une reconversion professionnelle classique, hein, changer de catégorie de métier, de profession, se reconvertir dans d'autres secteurs d'activité. Et puis, deuxième possibilité,
ça peut être aussi un parcours qui vise une promotion sociale ou professionnelle. Donc dans une logique, cette fois-ci, non plus de reconversion, mais d'évolution professionnelle. Bon. Alors vous voyez, dans le premier cas, reconversion, on est plutôt dans un parcours qui s'inscrit peut-être en dehors de l'entreprise à terme. Et puis dans le second cas, on est plutôt dans un parcours qui s'inscrit au sein de l'entreprise, donc dans le cadre d'une mobilité interne à l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première question à se poser quand vous avez un projet, c'est de savoir est-ce que ça rentre dans la première logique ou dans la seconde, et puis indirectement aussi de bien comprendre que ce sont des projets qui sont pas anodins, ce sont des parcours de formation qui sont marquants dans le cadre d'une vie professionnelle, et qu'on vise donc par essence, vous allez comprendre, hein, des formations qui sont plutôt d'une durée longue et plutôt orientées certification professionnelle, RNCP, CQP, formation qualifiante et diplômante. Voilà, ça c'est la première condition. La deuxième condition, elle est très simple à aborder, être en contrat durée indéterminée. Donc là-dessus, c'est comme la période de professionnalisation à l'époque, hein, elle était également réservée au CDI. Donc là-dessus, rien de nouveau et rien de particulier à ajouter. Ensuite, troisième condition, qui là est une condition nouvelle et sans doute un peu restrictive, voire plus restrictive que celle qu'on pouvait connaître dans les périodes de pro, avoir un niveau de qualification maximum niveau 3 éducation nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dispositif est réservé exclusivement aux salariés qui ont un niveau 6, un niveau 3 éducation nationale, donc qui ont au cours de leur parcours de formation initiale ou continue obtenu un diplôme reconnu. Alors soit pas de diplôme, évidemment, niveau 6, soit un BEP-CAP, niveau 5, soit un bac pro, niveau 4, un bac pro, soit niveau 3, bac plus 2, donc BTS, DUG. Voilà. Donc, à contrario, ça signifie que sont exclus de la PROA les niveaux 2 et 1, éducation nationale, donc tous les salariés qui sont à un niveau bac plus 3 et supérieur. Alors, bien évidemment, donc vous l'avez compris, le contrôle se fait sur le niveau de qualification de l'individu. Ça n'exclut pas pour autant certains cas dans lesquels on pourra viser un diplôme de niveau 2 ou de niveau 1. Un salarié bac plus 2 peut tout à fait suivre un diplôme au niveau licence pro, par exemple, voire plus. Donc avoir des diplômes qui sont au-delà de bac plus 2. Parce qu'il y a eu quelques incompréhensions parfois sur ces éléments-là dans certains commentateurs. À noter également, alors ça c'est juste pour info, que sont particulièrement visés dans le code du travail les salariés dont la qualification, il y a une petite faute de frappe, est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. Alors vous le savez, si on note ça, c'est pour prendre aussi un peu de hauteur sur le côté juridique. Cette réforme, c'est qu'une série de priorités et de priorisations, et notamment en matière financière. Vous l'avez compris, comme pour l'apprentissage, comme pour les contrats de professionnalisation, la PROA, dans l'ensemble, vise d'abord et surtout à développer le niveau de qualification des moins diplômés, au détriment sans doute des plus diplômés. Donc d'où ce focus sur les bac plus 2. Voilà, donc ça, ce sont les 3 premières conditions pour bénéficier de la PROA en termes de public éligible. Ensuite, les conditions qui suivent, là, visent plutôt le type d'action éligible. Alors, on a une question, que signifie promotion sociale? Alors, c'est le terme de la loi, promotion sociale. Alors, c'est vrai qu'on a tendance plutôt à parler promotion professionnelle. En fait, la promotion sociale, ça fait référence à la dimension sociale de la formation professionnelle, c'est-à-dire c'est un parcours de formation qui peut répondre à la fois à ses aspirations professionnelles ou à ses aspirations personnelles. La promotion professionnelle, c'est une promotion dans le cadre de l'entreprise. La promotion sociale, c'est une promotion dans le cadre de la société, au sens large. Voilà. Mais ça veut dire à peu près la même chose. Une promotion sociale, de toute façon, aura toujours un lien avec l'entreprise, puisque le parcours de professionnalisation sera réalisé dans l'entreprise. Si le salarié n'a pas validé son diplôme bac plus 3, il n'a qu'un niveau, est-il éligible à la PROA? La réponse est oui, bien entendu, puisque avoir un niveau éducation nationale, c'est obtenir le diplôme en lien avec cette référence au niveau. Voilà. Donc quand on a un niveau bac plus 3, enfin quand on a suivi une licence sans l'obtenir, on a en fait officiellement un niveau bac plus 2. On revient à nos conditions d'éligibilité de la PROA, donc les actions éligibles. Voilà. Alors ça, c'est important aussi à avoir en tête. Puisqu'il y a une restriction, on verra dans les diapositives suivantes. Le champ du possible est beaucoup moins large en matière de PROA qu'en matière de période de professionnalisation. Alors, la PROA, c'est simple. 3 grands types de parcours sont éligibles à la PROA. Le premier type de parcours,
ce sont des parcours que vous connaissez bien. Ce sont l'ensemble des titres professionnels et diplômes inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Hein, donc l'ensemble, la dizaine de milliers de diplômes et titres inscrits au RNCP. Hein, donc les diplômes à la fois d'État, diplômes d'éducation nationale, les diplômes d'organismes de formation privés, voilà, l'ensemble de l'offre de formation qualifiante reconnue officiellement sur le marché du travail. Voilà. Alors bien évidemment, hein, ce sont des parcours de formation longs, hein, de plusieurs centaines d'heures, de 1 ou plusieurs années, et on est sur des problématiques de parcours de formation qui sont évidemment du coup longues. Ensuite, deuxième type de formation éligible, bien évidemment les CQP et les CQPI de branche, les certificats de qualification professionnelle de branche ou interbranche. Hein, ça va même être sans doute le cœur des demandes de prise en charge, dans un premier temps en tout cas, de la PROA de la part de nos entreprises. Hein, la PROA permet toujours, comme le faisait la période de pro, hein, d'accéder au financement à des diplômes de branche, à des CQP, à des CQPI. Donc là-dessus, il n'y a aucun changement par rapport à la période de professionnalisation qu'on a connue par le passé. Et puis enfin, troisième catégorie, alors une catégorie qui porte est un peu parfois compliquée à appréhender, d'autant plus que les modalités d'accès vont peut-être sans doute varier entre les différents financeurs. Donc on va prendre un peu de temps là-dessus pour vous expliquer ça au mieux. Troisième catégorie, les parcours de professionnalisation qui visent une qualification reconnue dans une convention collective de branche. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, nous-mêmes, hein, aussi, en lien avec nos branches professionnelles, on a sans doute évolué aussi par rapport au début d'année sur ce qu'est un parcours éligible enfin, reconnu par une convention collective de branche. Alors, ça vise quoi? Ça vise des parcours de professionnalisation qui, d'abord, par essence, ne sont ni des titres professionnels ou diplômes inscrits au RNCP, et ne sont pas non plus des diplômes de branche, des CQP ou des CQPI. Voilà. Donc on est déjà sur une catégorie de parcours qui vise du non diplômant, du non certifiant. Là-dessus, on est d'accord. Alors ensuite, derrière, ça vise deux grandes catégories de parcours, en fait. Ça vise donc des parcours de formation continue, on va dire, plus classiques, voilà, qui vont s'inscrire soit dans une évolution ascendante du salarié, soit dans une évolution transversale. Le cas de l'évolution ascendante, c'est quoi? C'est le cas dans lequel un salarié, grâce au bénéfice d'un parcours de formation, va pouvoir évoluer dans la classification des emplois de la branche professionnelle. Exemple, dans la pharmacie, je passe d'un niveau 5, par exemple, à un niveau 6. On va voir derrière qu'il y a toute une série d'engagements de la part de l'employeur pour valider ce saut de coefficient, et notamment au travers du fameux avenant qu'on évoquera dans quelques instants. Donc là, on est dans une évolution qualifiante, une évolution ascendante, voilà, dans lequel on peut imaginer qu'un parcours de formation puisse permettre cette évolution sans forcément passer systématiquement par l'acquisition d'un diplôme. Hein. Donc ça, c'est une évolution ascendante. Et puis, on a également l'évolution transversale. L'évolution transversale, c'est quoi? C'est un salarié qui va bénéficier d'un parcours qui vise l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles sur un nouveau poste de travail qui se veut distinct du poste initial, mais à la différence du premier cas, ce poste de travail va viser un niveau équivalent à celui qu'il occupait au départ. Exemple, une assistante de direction dans une TPE-PME qui souhaite se transformer en aide comptable ou en gestionnaire paye, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, c'est dans tous les cas un changement, une évolution de poste, ou alors viser un nouveau poste, mais avec un niveau dans la classification des emplois qui se veut équivalent. Voilà. Donc du coup, hein, on exclut par contre tout ce qu'on pouvait sans doute financer dans le cadre de la période de professionnalisation par le passé, c'est-à-dire des parcours de formation, voilà, qui n'ont pas d'impact sur le parcours professionnel de l'individu. Hein, c'est ça la vraie nouveauté. Voilà, donc trois grandes catégories, RNCP, CQP, CQPI, et puis des parcours de formation non certifiants qui peuvent être réalisés en interne, en externe. Hein, ça là-dessus, il n'y a pas de problème, et sur lequel il va y avoir vraiment un contrôle bien particulier qui va être opéré par nos équipes sur le projet professionnel du salarié, sur son évolution qui se doit d'être ascendante ou transversale. Alors pour les catégories 1 et 2, CQP et puis RNCP surtout, vous avez un site qu'on vous met ici, certifinfo.org,
qui est la base de données la plus complète sans doute aujourd'hui, qui recense l'ensemble des titres et diplômes inscrits au RNCP. Alors, Gilles a répondu à la première question d'Alexandra sur bonjour, toutes les branches disposent de CQP, CQPI, comment les retrouver en contactant l'OPCO? Alors, toutes les branches ne disposent pas de CQP, de CQPI. Dans le périmètre qui est le nôtre, l'ensemble de nos branches en disposent sauf le pétrole. Voilà, donc chimie, plasturgie, union et industrie pharmaceutique en disposent. Et vous avez sur le site internet notamment tout un pan d'informations sur les CQP, et puis également des outils de communication qui sont disponibles sur le site internet, notamment un défi info qui est dédié entièrement à la problématique CQP. Aujourd'hui, on a une trentaine de CQP répartis sur l'ensemble de nos branches professionnelles. Hop, voilà. Donc, pour continuer sur nos formations éligibles, pour que ce soit très clair, sont à contrario exclus de la proa, alors que ces parcours étaient éligibles à la période de professionnalisation. Eh bien, les certifications et habilitations inscrites au répertoire spécifique, ce qu'on appelait l'inventaire, donc ce qu'on nous évoquait tout à l'heure, tous les titres et habilitations en langue, en informatique, en bureautique, en sécurité aussi, les CACES, les FIMO, les formations SST et autres, ce qui représentait grosso modo 90% du volume de période de professionnalisation sur les années 2017-2018. Donc ça, évidemment, ça fait plusieurs mois qu'on le dit maintenant, ça optimise évidemment du coup beaucoup moins vos plans de formation, cette interdiction de financer des formations inventaires. On ne peut plus financer du CLEA, vous savez, le socle de connaissances et de compétences de base. Ça, c'est un dispositif qui n'est pas forcément très consommé chez Défi. Les actions de VAE et de bilan de compétences ne sont plus accessibles non plus à la PROA, alors qu'elles l'étaient à la période de professionnalisation. Alors, pour rappel, elles le sont dans le cadre du CPF, par contre. Et puis, évidemment, donc j'ai évoqué il y a quelques instants maintenant, tous les parcours de formation non certifiants, non qualifiants, qu'ils soient réalisés en interne ou en externe, et qui ne débouchent pas donc sur une évolution professionnelle reconnue, formalisée par, on l'a dit tout à l'heure, une évolution ascendante, ou bien une évolution transversale, en tout cas une évolution dans le parcours professionnel de l'individu, justifiant une mobilité au sein de l'entreprise. Et puis également, la PROA, sachez-le, c'est juste pour le détail, ne peuvent pas être mobilisés en complément d'un dossier financé dans le cadre du compte personnel de formation, alors que c'était le cas pour la période de pro. À l'époque, la période de pro pouvait venir compléter un financement et abonder un parcours dans le cadre du compte personnel de formation. Voilà, donc ça c'est le quatrième point à avoir en tête lorsqu'on réfléchit à la formalisation d'un parcours PROA. Et puis, dernier élément, point 5, toujours prévu par la loi, le parcours visé, donc le parcours visé dans la PROA, a pour objet d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui du salarié. Alors ça, c'est une disposition légale qui peut paraître un peu surprenante, mais qui est réelle. L'idée est très simple, elle est de dire si un salarié a un niveau de formation initiale, par exemple de niveau 4, de niveau bac ou bac pro, eh bien, il ne va pas pouvoir poursuivre dans une PROA un parcours de professionnalisation qui a un niveau inférieur à celui de sa formation initiale. Donc, pour reprendre notre exemple de la personne qui a un bac pro, par exemple, il ne pourra pas suivre dans le cadre d'une PROA un BEP ou un CAP. Voilà. Pourquoi? Parce que le parcours est un niveau inférieur à celui qu'il a obtenu au départ dans le cadre de son parcours de formation initiale. Voilà, donc il y a une volonté, pareil, d'aller vers le haut, donc d'avoir un parcours sur un niveau supérieur, d'obtenir un niveau supérieur de qualification. Et puis derrière, c'est tout l'esprit de la réforme aussi, qui est celui d'améliorer le niveau de qualification de l'individu en passant par des certifications qui sont d'un niveau supérieur à celles que la personne a obtenues initialement. Voilà. Donc sachez-le, c'est des choses qui peuvent arriver dans le cadre notamment de processus de reconversion. Parfois, on peut avoir des personnes qui visent des niveaux de qualification inférieurs à celui dont ils disposent au départ. Voilà. Donc 5 grands points qui sont les 5 points de contrôle à opérer pour vérifier qu'à la fois une action de formation et le public qui est visé est bien éligible au dispositif de la promotion, de la reconversion par alternance. Ensuite, un point plus procédural maintenant sur la PROA qui prend l'initiative. La PROA, c'est un projet tellement important de toute façon que ça relève de l'initiative, évidemment, juridiquement, soit de l'employeur, soit du salarié, soit des deux. En fait, c'est surtout un projet qui nécessite
un accord global, hein, évidemment, des deux parties pour pouvoir être mis en place dans de bonnes conditions. Hein. On n'est pas, vous l'avez compris, sur un projet anodin, un court projet de formation, mais bien sur un projet ambitieux qui a des conséquences, un impact à la fois dans la mobilité dans l'entreprise et puis sur le parcours individuel du salarié également. Alors la PROA, si on essaie de trouver des avantages, hein, bah, c'est un peu comme tous les autres dispositifs. Hein. Elle permet évidemment à l'employeur de répondre à ses besoins en compétences, d'anticiper les mutations de l'entreprise, de favoriser les mobilités professionnelles des salariés. Et là, on est sur de vraies mobilités professionnelles, hein, parce qu'il y a un impact sur le statut de la personne dans l'entreprise. Et puis pour le salarié, elle permet de sécuriser son parcours par l'obtention d'un titre, d'un diplôme, d'un CQP, de bénéficier de mutations en interne, vous l'aurez compris, et puis voire éventuellement de bénéficier d'une reconversion professionnelle ou interne, en interne ou en externe. Hein, la PROA, ça peut être aussi, dans de rares cas sans doute, mais ça peut être aussi un moyen alternatif pour se reconvertir professionnellement, notamment par exemple si un salarié n'a pas obtenu un financement dans le cadre du CPF de transition professionnelle, par exemple. Voilà. Voilà, donc on regarde des enjeux. Évidemment, les deux parties doivent définir ensemble le projet, se mettre d'accord, le formaliser. Et cette formalisation s'opérera notamment par la production de ce fameux avenant au contrat de travail qui va formaliser les engagements entre les deux parties. Si le salarié a été promu dans le passé, peut-il poursuivre une PROA pour son nouveau poste? Alors ça, c'est la fameuse question de savoir si l'évolution dans le poste doit avoir lieu à la fin, au terme de la PROA, ou si évidemment elle peut avoir lieu au début, et puis envisager le parcours de professionnalisation après. Bon, le principe, c'est que normalement, la promotion doit avoir lieu au terme de la PROA, puisque logiquement, ce n'est qu'au terme de la PROA et donc de la satisfaction aux évaluations qu'on peut s'assurer que la personne est en capacité d'assurer ou pas son poste de travail. Bon. Après, au cas par cas, il peut y avoir des dérogations, voilà, dans lesquelles on envisagerait, parce qu'en pratique, ça peut arriver évidemment, hein, que la personne soit promue dès le départ du parcours de professionnalisation et qu'on enchaîne sur la PROA derrière. En tout cas, il doit y avoir une concomitance, en tout cas à minima, entre le démarrage de la PROA et puis la promotion qui est prévue dans le parcours. Vous voyez, il faut vraiment changer de fondamentaux et d'approche sur le dispositif. On est, je le répète, vraiment sur un contrat de professionnalisation avec des objectifs à atteindre et une prise de poste qui, en principe, ne peut se faire qu'une fois le parcours de professionnalisation intégralement réalisé et les évaluations obtenues. Voilà. La question de Kenza, on me dit, la loi précise qu'il faut qu'il y ait un niveau de départ et un niveau d'arrivée. Quid des CQP et CQPI ne disposant pas de niveau sur le RNCP ainsi que le parcours classifié sur NCCN? Alors, certains CQP ont un niveau. C'est le cas de la chimie aujourd'hui. Et ça, c'est le premier élément de réponse. Et le second élément de réponse, c'est que la réforme de la formation professionnelle oblige désormais l'ensemble des partenaires sociaux, donc des branches, à classifier leur CQP par niveau. Voilà. Donc ça va se faire au cours des prochains mois et au cours des prochaines années. Tous les CQP, à terme, au plus tard en 2021, auront un niveau éducation nationale. Voilà. En attendant, quand vous allez remplir, ce que vous verrez, il va y avoir un CERFA, on va vous le présenter après. Pour les CQP et CQPI, vous ne serez pas obligé de mettre un niveau, hein, puisque tant que ces CQP-là ne seront pas identifiés au niveau par les branches professionnelles. Voilà. Et le parcours classifié sur une CCN, ça, le niveau, il est simple. Hein. Vous reprenez la classification de vos emplois dans votre branche professionnelle, et puis vous essayez de mettre, de faire correspondre le poste que vous visez pour la personne, à la bonne classification d'emploi, telles qu'elles sont prévues par vos partenaires sociaux. Alors, concernant les modalités de mise en œuvre de la PROA, maintenant. On va voir les grands principes. Alors, les grands principes qui changent vraiment la philosophie du dispositif. Et le premier grand principe, et sans doute le plus important, c'est le principe de l'alternance. Alors, vous allez me dire, en période de professionnalisation, on était déjà sous le principe de l'alternance. Les formations, les parcours de formation, juridiquement en tout cas, devaient respecter la règle de l'alternance. C'est vrai, bien évidemment. Mais en pratique, on sait, quand on faisait un TOEIC en anglais ou une formation SST ou un CACES, qu'il n'y avait pas réellement, forcément, d'alternance concrètement sur le plan pédagogique dans le parcours de formation. Là, sur la PROA, pardon, on a changé de diapo, là, sur la PROA, c'est complètement différent.
On est sur le modèle du contrat de professionnalisation. Donc la proa, fondamentalement, doit associer la définition qui est faite par le Code du travail de l'alternance, donc des enseignements généraux, professionnels et technologiques, dispensés dans des organismes publics ou privés de formation, ou en formation interne. Donc en gros, toute la partie formation théorique assurée par un organisme de formation externe ou par un service de formation interne dans l'entreprise. Donc ça, c'est le premier élément de l'alternance, la formation théorique, et puis bien entendu après, la mise en situation pratique dans l'entreprise sur poste de travail. Quand vous embauchez un jeune en contrat de pro, vous lui faites bénéficier d'un parcours de formation et ensuite vous le mettez en application sur un poste de travail dans votre entreprise. Là, c'est la même logique. Hein. Donc le salarié, si on prend par exemple, prenons par exemple à tout hasard le cas d'un juriste qui souhaiterait devenir comptable. Bon. Eh bien, votre juriste dans votre entreprise, si vous lui faites signer une proa, vous allez devoir prévoir une situation, des phases de mise en situation sur poste de travail, voilà, mais non pas au service juridique, mais au service comptable. Voilà, c'est normal. Tout comme si vous l'embauchiez en tant que demandeur d'emploi dans le cadre d'un contrat pro, vous le mettriez bien au service comptable, hein, et non pas dans un autre service. Voilà, et la conséquence pratique de ça, c'est que les plannings de formation que vous devez commencer à mettre en œuvre, eh bien, doivent normalement intégrer cette phase de formation en alternance et notamment intégrer les phases de mise en situation pratique dans l'entreprise, sur le même modèle que le contrat de professionnalisation. Voilà. Alors c'est compliqué, hein, parce que ça ne va pas se mettre en œuvre, les organismes de formation eux-mêmes ne sont pas habitués à fonctionner de cette manière-là dans le cadre de la PROA pour le moment. Hein, mais en tout cas, c'est ça. Et quand on parle de durée de la PROA, on va l'évoquer juste après, la durée de la PROA, c'est bien la durée qui résulte de l'addition entre formation théorique et mise en situation pratique. La durée de la PROA, ce n'est pas uniquement... Oui, je suis désolé, on a été déconnecté. Me revoilà. Hop. Tout le monde m'entend? Tout le monde est là? Bon, on reprend. J'espère que vous êtes tous là. Donc, désolé pour la déconnexion. Hein, on en était sur le principe de formation en alternance. Donc, l'idée, hein, vous l'avez compris, c'est que le principe de l'alternance doit être respecté. Et c'est le grand changement fondamental avec la période de professionnalisation. Vous êtes tous là? Demande dans le chat. Oui. D'accord, parce que moi, je ne les vois plus. OK. Ensuite, la problématique de la signature de l'avenant au contrat de travail. Élément important aussi, vous le savez, on l'avait largement commenté à l'époque. En fait, la formalisation du projet, vous l'aurez compris, doit être formalisée par la signature d'un avenant au contrat de travail qui va préciser la durée de la reconversion, la durée de la proa et surtout son objet. L'objet de la reconversion et la promotion par alternance, donc le diplôme visé, un titre RNCP, un CQP de branche, un parcours de formation continue qui vise une évolution transversale ou ascendante. Voilà. Donc ça, c'est fondamental, c'est l'ensemble de la formalisation du projet pour le salarié. Alors, juste une précision, hein, vous l'aurez compris, l'obligation d'évolution transversale et ascendante, elle ne vaut que dès lors que votre PROA rentre dans la catégorie qualification reconnue dans le cadre d'une convention collective de branche. Hein, a contrario, vous pouvez très bien faire suivre un diplôme RNCP ou un CQP sans forcément qu'il y ait obligation d'évolution ascendante, même si ça paraît peu logique, parce qu'évidemment tout ça, ça a un sens, hein, et quand vous faites bénéficier d'une formation longue d'un commun accord avec votre salarié, en principe, il y a évidemment une évolution
qui se traduit à la fin de la proa. Voilà. Alors cet avenant, on a un modèle qui est disponible sur le site internet de l'OPCA Défi, pardon, que vous pouvez reprendre. Et puis sachez que dans quelques semaines, de toute façon, ce modèle d'avenant sera remplacé par un CERFA officiel. Voilà, ça renforce un peu l'idée d'un contrat de pro pour les salariés en CDI, voilà, qui viendra remplacer notre modèle d'avenant et qui sera évidemment similaire pour l'ensemble de la France et des branches professionnelles. Concernant les modalités de réalisation de la PROA, là-dessus, il n'y a rien de très original, hein. On est sur un parcours de formation long. La formation, juridiquement, peut se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail. Je ne vois plus du tout le chat, moi, par contre. Pendant ou en dehors du temps de travail, je ne vois plus les questions, quoi, en fait. C'est bizarre. La formation peut se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail, excusez-moi. Si elle se déroule en dehors du temps de travail, le plafond de temps de travail est limité. Hein, il est limité à 30 heures par an, donc c'est pas beaucoup. Alors vous le savez, par accord d'entreprise dans la réforme, on peut déroger au plafond de 30 heures et prévoir un plafond supérieur si un accord d'entreprise donc le prévoit. Voilà. Et puis la formation peut être réalisée alors prioritairement en formation externe, puisque si on vise un diplôme RNCP, ce sera plutôt forcément une formation externe, hein, puisqu'il y a une autorité certificatrice derrière. Un CQP, suivant les branches, ça peut être de la formation externe ou de la formation interne. Et puis, pour les parcours en reconnaissance convention collective, ça peut également être les deux, formation externe, formation interne. Pour rappel, en cas de formation interne, hein, s'appliquent les règles en matière d'obligation de présence d'une structure pérenne de formation. Hein, donc, il faut avoir en fait les moyens, évidemment, et les outils, et notamment les formateurs internes nécessaires pour être en capacité de monter un projet dans ce cadre de la PROA. Voilà, donc là-dessus, pas grand-chose d'autre à ajouter sur les modalités de réalisation. Concernant les modalités de prise en charge des coûts par l'employeur maintenant, on verra les modalités de prise en charge financière par défi derrière. Les modalités de prise en charge des coûts par l'employeur, pour simplement clarifier le dispositif. Vous avez l'obligation, évidemment, en cas d'accord de votre part, hein, de financer l'ensemble des coûts pédagogiques, hein, puisque le suivi de la formation, ça correspond à l'exécution d'une mission professionnelle. Et il ne peut pas y avoir de reste à charge pour le salarié dans le cadre des coûts pédagogiques. Hein. On le précise maintenant, puisque vous le savez, dans le CPF classique, il est possible, hein, si c'est négocié, d'avoir un reste à charge pour le salarié. Mais ce n'est pas possible, évidemment, pour une PROA. Concernant les frais annexes, idem, prise en charge intégrale des frais annexes, et puis la rémunération, bien évidemment, la rémunération est maintenue dès lors que la formation est réalisée sur le temps de travail effectif. Alors, elle est maintenue évidemment, hein, au niveau du salaire de départ de la personne. Hein. Il n'y a pas de minoration des salaires en dessous le SMIC comme c'est possible pour les contrats de professionnalisation, bien évidemment. Hein. Et puis, il n'y a pas d'allocation formation pour les heures réalisées hors temps de travail, hein, puisque vous le savez, le système de l'allocation formation a été supprimé par la réforme de 2018. Et puis à noter également, parce qu'on a eu la question, que les clauses de délit, vous savez, ces clauses qui permettent de sanctionner financièrement un salarié qui quitterait l'entreprise, par exemple, après avoir bénéficié d'une proa d'un an, eh bien, les clauses de délit sont interdites dans le cadre de la proa. Voilà, donc il n'est pas possible d'en prévoir et de s'assurer de la fidélité de la personne sur une période de 1, 2 ou 3 ans. Concernant les durées minimales et maximales des proas, 6 à 24 mois, très simple. Alors, c'est durée intègre, hein, formation théorique et mise en situation pratique dans l'entreprise. RNCP, 6 à 24 mois. CQP, CQPI de branche, 6 à 24 mois. Et reconnaissance convention collective, 6 à 12 mois. Voilà. Avec des durées de formation minimales de 150 heures par rapport à la durée totale de la PROA. Hein, donc ça, c'est important aussi. Ce sont les ratios, en fait, hein, qui s'appliquent pour les contrats de professionnalisation. Donc des ratios qui diffèrent suivant les branches professionnelles. Hein, pour faire simple, hein, on a le pétrole où il est prévu que la formation peut être étalée sur une durée de 75% de la durée totale de la PROA. Donc ça peut être 75% de temps de formation et 25% de mise en situation pratique. Ensuite, on a des plafonds maximum de 50% pour la plasturgie, de 50% pour la chimie, de 25% pour la pharmacie et l'union, même si pour ces deux branches, on peut aller au-delà au cas par cas. Voilà. Hein, donc, important, on l'a dit tout à l'heure, avoir un planning de formation en alternance, similaire à celui des contrats de professionnalisation, puisqu'on va vérifier, nous, que les durées minimales et maximales de formation sont bien respectées. Voilà.
Voilà ce qu'on peut vous dire sur le point réglementaire sur la ProA. Hein, donc, vous voyez, c'est un dispositif qui est quand même relativement encadré, mais qui n'est pas totalement fermé. Hein, c'est vraiment simplement les règles du contrat de pro appliquées à des salariés déjà présents dans l'entreprise. La partie synthèse, je vous la passe, je vous l'ai fait simplement pour vous, hein, pour que vous puissiez avoir un diaporama le plus exhaustif possible. Hein. C'est un rappel de ce qu'on a pu se dire tous ensemble au cours des 30 minutes passées, hein, les principales différences entre la période de pro et la pro. Et on va terminer par les prises en charge financières, par l'OPCO. Moi, je ne vois plus vos questions sur le chat. Hein, donc, ce sont nos conseillers qui vont vous répondre. Et s'il y a des difficultés, je tenterai de le faire moi-même à la fin. Financement par branche professionnelle. Donc, les taux de financement. On est sur un principe de. On a gardé en fait les mêmes taux qui étaient applicables aux périodes de pro. Les branches ont fait le choix de les conserver sur la Pro A. Hein, donc, on reste sur le principe d'un forfait horaire. Hein, on n'est pas sur une logique de coût contrat comme on va pouvoir le connaître au niveau des contrats d'apprentissage. On reste sur une logique de coût horaire. Hein, donc, quand on parle de 10, 20 ou 30 euros de l'heure, hein, il faut le considérer comme un forfait au réel plafonné à 30 euros de l'heure. Voilà. Hein, donc, si votre coût pédagogique est à 15 euros, bah, ça rentre. Si votre coût pédagogique est à 40, eh bien, ça ne rentre pas. Hein, donc, c'est au réel plafonné au chiffre que je vous donne juste en bas. Donc, on a des fourchettes qui varient suivant les branches. Hein, ça va de 9 à 15, c'est 9,15 € de l'heure pour la chimie, pour tous les types de proa. 10 euros de l'heure pour le pétrole, pour tous les types de proa, en sachant qu'il n'y a pas de CQP dans le pétrole. Et puis, pharmacie, plasturgie, union, ça varie entre 25 et 50 euros de l'heure, suivant la catégorie de période de proa que vous envisagez, RNCP, CQP ou reconnaissance convention collective. Ce forfait de prise en charge n'est pas réellement un forfait, en fait, puisque c'est un plafond de prise en charge. Il ne couvre que les coûts pédagogiques. Hein, alors qu'en période de professionnalisation, on pouvait, lorsque le coût pédagogique était inférieur au forfait, eh bien, compléter sur la prise en charge de la rémunération. Là, les rémunérations ne sont plus éligibles au forfait ProA. Il y a une question qui m'est parvenue, fonction publique ProA. La ProA n'est pas disponible pour la fonction publique. Hein, les dispositifs d'accès à la formation professionnelle sont différents dans la fonction publique, même si le CPF est aujourd'hui disponible dans la fonction publique. En tout cas, pas de ProA pour le moment dans la fonction publique. Ensuite, donc prise en charge, le tuteur est obligatoire aussi dans la ProA, on l'a pas rappelé tout à l'heure. Voilà, donc je vous épargne les missions du tuteur, vous les connaissez, informer, guider le salarié, veiller au respect de l'emploi du temps, et puis surtout participer à l'évaluation de la personne et assurer la liaison avec l'organisme de formation, lorsque celui-ci, du moins, est un organisme de formation externe. Hein. Toujours avoir en tête que, comme dans le cadre d'un contrat de pro, un tuteur n'est pas un formateur, c'est un complément au formateur, ces missions ne sont pas du tout les mêmes. Son rôle n'est pas de transférer de compétences, mais de participer au processus de transfert de compétences. Voilà, donc le tuteur est obligatoire pour toutes les branches professionnelles, parce que ça, c'est la loi. Et bien évidemment, qui dit tuteur obligatoire, dit évidemment indemnisation de la fonction tutorale, hein, avec donc la possibilité, comme pour les contrats de pro, d'être indemnisé à hauteur de 230 ou 345 euros par mois, suivant l'âge du tuteur. Voilà. Et puis derrière viennent se greffer des obligations conventionnelles avec des obligations de formation du tuteur que vous connaissez déjà dans la chimie, dans le pétrole dans certains cas et dans la plasturgie, voilà, qui viennent s'ajouter, qui viennent conditionner le bénéfice de la fonction tutorale. Hein, donc tuteur, obligation d'être formé en chimie, pétrole, plasturgie, et pas d'obligation de formation du tuteur pour la pharmacie et l'union. Et bien entendu, évidemment, pour être tuteur, il doit y avoir évidemment des conditions à respecter, une expérience professionnelle minimale de 2 ans. Vous savez tout cela par cœur, je n'en doute aucunement. Et puis, évidemment, que le tuteur est un poste de travail qui soit en lien avec l'objectif de professionnalisation recherché. Et puis enfin, en termes de formation de tuteur, vous avez également accès, au-delà de la fonction tutorale, donc au-delà de l'obligation d'indemniser le tuteur, enfin d'indemniser l'entreprise qui dédie une partie du temps d'un salarié à une mission de tutorat, vous avez également des financements possibles sur la formation du tuteur, 15 euros de l'heure sur 40 heures maximum. Voilà, donc 3 types de prise en charge, formation de tuteur, fonction tutorale, et puis un forfait horaire plus classique, au niveau des coûts pédagogiques uniquement. Voilà.
Voilà ce qu'on peut se dire sur la proie en 45 minutes. Je suis désolé pour la petite déconnexion de tout à l'heure, qui est toujours un peu perturbante. Si, est-ce qu'on a des questions particulières, des choses qui sont... Alors, lors d'une formation interne, le coût pédagogique est évidemment pris en charge. Alors, la notion de coût pédagogique, elle est réservée à la logique de formation externe, hein. Quand on achète une prestation de formation à l'extérieur, et bien évidemment, on va prendre en charge la rémunération des formateurs internes. Voilà, et c'est en fait en pratique du coût pédagogique, hein. Donc, évidemment, les rémunérations des formateurs internes sont prises en charge par les forfaits qu'on a évoqués à l'instant. Est-ce qu'un CQP de la métallurgie est éligible quand on appartient aux industries chimiques? La réponse est oui, sous réserve que ce CQP-M soit inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Voilà. Quand on parle de la catégorie de CQP, CQPI de branche, on vise au départ les CQP reconnus par la branche professionnelle d'appartenance de l'entreprise. Mais tous les CQP enregistrés au RNCP sont éligibles pour tous les salariés français, quelle que soit leur branche d'origine. Faut-il reverser la prime tuteur aux salariés tuteurs? Alors, c'est une pratique qui n'existait jusqu'à maintenant que dans la plasturgie, où il y avait une obligation conventionnelle dans la plasturgie, elle existe toujours d'ailleurs, hein, de reverser la prime à la fonction tutorale dans les périodes de pro et dans les contrats de professionnalisation. C'est une obligation conventionnelle qui n'existe pas dans les autres branches. Donc, dans les autres branches, c'est contractuel, hein. Si vous souhaitez la reverser à votre salarié, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas dans l'obligation, ni par la loi, ni par la convention collective, de le faire. Pour la plasturgie, cette obligation aujourd'hui ne vaut plus que pour le tutorat dans le cadre du contrat de professionnalisation, hein, étant donné que pour la proa, il n'y a pas encore d'accord de branche, et donc la branche ne s'est pas prononcée pour savoir si elle continuerait à prévoir une obligation de versement ou pas au tuteur, hein. C'est 25% dans la branche de la plasturgie. Qui peut être formateur interne? Toute personne qui a à la fois qui a le bon poste de travail pour l'être, en lien avec l'objectif de professionnalisation, et toute personne qui a quand même un minima de capacité pédagogique à accompagner la personne, hein. Donc, d'où les formations de tuteurs, hein, qui sont proposées notamment au sein de Sélection Défi. Voilà. Enfin, en tout cas, pour répondre à la question qui se cache derrière ça, c'est il n'y a pas d'obligation légale de contrôle qualité sur un tuteur ou sur un formateur interne, hein. Il n'y a pas d'obligation de répondre à certaines exigences légales. C'est au libre choix de l'entreprise, sachant évidemment que l'enjeu premier, c'est l'efficacité du tutorat. On avait prévu un point rapide, mais en 30 secondes, hein, sur les OPCO, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire au dernier webinaire. Un peu rapide sur les OPCO et surtout sur l'OPCO2I. Hein, vous le savez, les OPCA sont en phase de reconstruction aujourd'hui, de modification de champ. Vous le savez, la réforme a changé les missions des OPCO, des OPCA. Enfin, voilà, il y a tout un processus de modification, de transformation de vos ex-OPCA actuels en OPCO. Et on avait 20 OPCA jusqu'à maintenant, on passe à 11 depuis le 1er avril 2019, avec des OPCO qui ne sont plus organisés par branche professionnelle, mais par logique filière économique, filière métier. Voilà. Et donc, avec une réduction du nombre des opérateurs, hein, on passe de 20 OPCA à 11 OPCO. Atlas, AFDAS, je vous épargne, je vous ai mis la liste là. Nous, on va s'intéresser évidemment à celui qui nous intéresse le plus, donc l'OPCO interindustriel, l'OPCO 2I. Hein, voilà, pour que vous ayez un petit point d'information là-dessus. Sachez que depuis la fin d'année, donc la signature, les partenaires sociaux ont signé l'accord constitutif de 2I, donc qui représente principalement la fusion de trois ex-OPCA que sont l'OPCAIM d'un côté pour la métallurgie, Défi de l'autre que vous connaissez, et puis l'OPCA 3+, hein, et puis également de nouvelles branches qui vont rejoindre le secteur de l'industrie. Hein, donc 2I est agréé au 1er avril 2019. Hein, son périmètre va porter autour d'une quarantaine de branches professionnelles, pour faire simple. Et en termes de conséquences pratiques pour vous, hein, sachez que juridiquement, donc 2I existe aujourd'hui, mais qu'il y a des mandats de gestion qui ont été confiés aux trois ex-OPCA, donc métallurgie, défi et puis 3+, afin évidemment d'assurer la continuité et la qualité de notre service à vos salariés et à vous-même. Voilà, donc nous avons un mandat de gestion, hein, en tant que défi qui nous a été délivré par 2I, qui est valable jusqu'au 31 décembre 2019,
Et sachez que du même coup, hein, en 2019, rien ne change, rien ne va changer. Nous continuerons à exercer l'ensemble de nos activités telles que vous les avez connues par le passé. Votre nom, vos numéros de SIRET, votre portail d'e-service, mon compte défi, vos interlocuteurs habituels, tout ça ne change pas et reste les mêmes jusqu'au moins la fin de l'année 2019. Voilà. Et on verra ce qu'il en est pour début 2020, pour la vraie mise en avant, la vraie mise en œuvre de Desi. Voilà. Il est midi 20, on a 5 minutes de retard sur le planning, on va mettre ça sur le compte de la déconnexion. Pas d'autres questions? Tout est clair. J'espère qu'on a réussi à vous clarifier un peu cette notion de PROA. Voilà, vous avez vos conseillers pour répondre à vos questions maintenant. Moi-même, hein, qui suis en relais des conseillers en cas de difficulté. Et puis, sachez qu'on nous referons d'autres webinaires à l'avenir hein, sur d'autres thématiques de la réforme. Vous savez, la réforme est tellement riche que le nombre de sujets potentiels ne manque pas. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit, une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur les webinaires de Desi. Nous allons clôturer le webinaire. À bientôt. Au revoir.